parles de ton aventure personnelle et de tes relations avec la politique plutôt que du truc un peu académique en général. Mais pour introduire sur la question académique, c'est très simple. La politique, c'est l'art de se faire élire à la prochaine élection. Et le climat, c'est pas ça du tout. Donc, c'est donc très simple. Vous voyez tout de suite qu'il y a évidemment une difficulté dans les temporels déjà. Et il faut que vous fassiez... Un politique qui n'est pas élu ne sert à rien. Et donc forcément, il faut qu'il se fasse élire. Et forcément, donc le métier... Le micro ne marche pas. Donc ça, c'est la première difficulté. Hein. C'est une question de rythme de la politique par rapport aux questions climatiques, qui sont des questions absolument essentielles, mais qui se développent sur un temps bien plus long. Et la seconde difficulté, c'est que la politique est essentiellement nationale ou même locale. Les taux de participation aux élections municipales sont considérables par rapport aux élections européennes, par exemple. Et évidemment, la question climatique est une question mondiale, et il n'y a pas de gouvernance mondiale. Voilà, il n'y en a pas, donc terminé une fois pour toutes, on le sait, il n'y en a pas. Je vais donner un exemple très rapidement. Les Nations Unies sont un syndicat d'États souverains. Depuis le traité de Westphalie en 1600, je ne sais combien, ce sont les États-nations qui sont les acteurs du monde international. Elles ne tolèrent ni ingérence, je dis ça pour Kouchner, quoi, ni supranationalité. Et donc, les Nations Unies ont été créées donc, après la Seconde Guerre mondiale, à une époque où il y avait beaucoup moins d'États qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a 195, il n'y en avait pas du tout autant à l'époque. Et elles ont bien fait attention, les États ont bien fait attention à refuser toute forme de supranationalité. Ce sont des États souverains, et M. Guterres n'est que le secrétaire. Les mots sont très importants. C'est un secrétaire au service des États souverains. Et la différence est très importante, j'attire votre attention là-dessus, avec l'Europe. Puisque à l'Europe, il y a la Commission. C'est une différence absolument essentielle avec un président. Et quand, par exemple, j'ai pu voir ça à l'œuvre, quand l'Union européenne décide de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les chefs d'État réunis ont pris cette décision, ils se tournent vers la Commission. Et ils disent à la Commission, fais-nous une feuille de route, s'il te plaît. Alors, la Commission s'exécute, elle fait 28 feuilles de route. Le Portugal va faire ça, la Hongrie va faire ça, la Finlande va faire ça. Alors ensuite, ça discute. C'est oui ou c'est non. Ah, j'y arriverai pas, ceci, cela. Bon, ça négocie. Et à la fin, c'est oui ou c'est non. Il y a un vote. Aux Nations Unies, rien de tel. Le secrétariat de Guterres, le secrétariat de l'UNFCCC, c'est-à-dire le secrétariat de la Convention climat, n'a pas le droit de faire de feuille de route. Et donc, il faut que ça vienne du ciel. Ou en tous les cas, ça veut dire qu'il faut que ça vienne d'un État. Il faut qu'un État, c'est ce qu'ils disent dans les Nations Unies, it is country driven. C'est conduit par les États. C'est pas conduit par une instance supranationale ou par des experts. Voilà pourquoi c'est si long. Parce qu'il n'y a pas de gouvernance mondiale. Donc voilà la situation. Donc, la politique et le climat, eh ben, il y a déjà deux problèmes. D'abord, ce n'est pas les mêmes rythmes, et deuxièmement, il n'y a pas de gouvernance mondiale. Donc c'est très très difficile de s'entendre pour faire quelque chose sur le climat. Donc ça, c'est pour la question purement académique. Comme vous le savez, alors je fais appel à vos souvenirs autant qu'aux miens, parce que je me souviens plus très bien de tout ça. Mais la question climatique, il a fallu du temps pour qu'elle émerge. Déjà dans un consensus scientifique, comme vous le savez, c'est après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu travailler sur les explosions nucléaires, atmosphériques, le carbone 14, comment on fait, etc. Et à l'époque, il y avait beaucoup de recherches militaires pour savoir comment on pouvait changer le climat pour des besoins militaires, etc. Donc, si vous voulez, ça a commencé là, mais je dis ça simplement pour vous dire que l'un des grands du climat qui s'appelait Revell, qui était un océanographe américain, c'est lui qui a travaillé avec Keeling. Keeling, c'est le gars qui est grimpé sur la montagne de Hawaï pour faire la fameuse courbe de Keeling avec, comme ça, la montée du gaz carbonique dans l'atmosphère avec l'été et l'hiver. Et bien, tous ces gars-là, ils ont eu beaucoup de mal, mais un des élèves de M. Revell s'appelait Albert Gore. Voilà, et je dis ça parce que Gore, c'est un copain, si je puis dire. Quand j'étais aux Amis de la Terre dans les années 70, j'allais le voir aux États-Unis. Il avait été élu à peu près au moment où Carter était arrivé.
Tout ça, c'est pour vous dire, tout ça, c'est formidablement imbriqué. Et je parle de Carter, parce que Carter, Jimmy, toujours vivant, c'était le président des États-Unis le plus écolo qu'on puisse trouver. Jamais on a été aussi loin dans la défense de l'environnement aux États-Unis. Et jamais ensuite, on a retrouvé ce niveau, jamais. Et Carter, lui, il s'est planté sur l'Iran, comme vous le savez, ça a échoué. Mais lui, il a dit, il faut faire du charbon. Pas de chance. À l'époque, il a dit qu'il fallait faire du charbon parce que c'était national et les ressources nationales, et comme ça, on ne dépendait pas des autres. Les méchants qui avaient fait en 73, comme vous le savez, l'OPEP et tout ça. Donc voilà. Et donc, l'histoire fait toujours des allers-retours entre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs des uns et des autres. Et il faut que vous sachiez aussi que c'est en 65 que les premiers ont fait attention au changement climatique. Monsieur Lorius, un Français charmant, c'est lui qui a inventé le coup des bulles d'air dans l'Antarctique. Lui, il a pris son whisky en 65 et il a vu les bulles sortir du glaçon. Il s'est dit, Eureka! Donc c'est en 65. Et le premier livre, un gars qui s'appelait Jean Dorst, du Muséum, il parle du gaz carbonique déjà. Donc, et à la même époque, en 65, le président Johnson lui-même, dans le discours sur l'état de l'Union, dit « Nous sommes en train de nous livrer une expérience extraordinaire, on n'a jamais mis autant de gaz carbonique dans l'atmosphère. » Ça s'est arrêté là, il n'a rien dit de plus. Mais ça veut dire qu'en 65, on aurait pu gagner beaucoup de temps. On aurait pu gagner beaucoup de temps parce que c'était déjà prêt, quoi. On n'était pas loin. Bon, moi, j'étais pas encore... moi, je suis devenu écolo, si je puis dire, après 68. Je suis à 68 heures. Bon, et j'ai commencé par les voitures, les bagnoles, avec la manif à vélo. Parce que je trouvais qu'il y avait trop de voitures dans les villes, et donc c'était bagnole ras-le-bol. Voilà, j'ai commencé comme ça, donc vous savez, chacun trouve l'écologie à sa façon, et le changement climatique, je n'étais pas au courant. Voilà, je n'étais pas au courant, et il s'est trouvé que on a commencé par, je sais pas, en 79 c'était Three Mile Island, donc on a commencé par s'inquiéter du nucléaire. Donc comme vous le savez, l'histoire encore, on a perdu 20 ans avec cette histoire nucléaire, mais il y a eu aussi Tchernobyl en 86, toutes ces choses-là ont évidemment nourri la contestation antinucléaire, et ce n'est que justement à l'époque de Tchernobyl, juste après Tchernobyl, que j'ai découvert le changement climatique vraiment sérieusement en discutant avec mes copains, si je puis dire, du mouvement écolo européen qui se réunissaient en Autriche et en Italie, à Villach, je ne sais pas comment ça se prononce, Villach et Bellagio, pour discuter de la question climatique qu'on venait de trouver, quoi, qui commençait à percer comme une question extrêmement importante. Et en 87, c'est l'année européenne de l'environnement, la présidence c'est Simone Veil. Je dis à Simone Veil, qu'est-ce que vous diriez de faire une conférence sur l'effet de serre? Alors elle ne savait pas ce que c'était, et donc je lui ai expliqué, et donc elle a dit oui, parce qu'elle s'est demandé, c'est du cochon, qu'est-ce qu'il me raconte la Londres là? Qu'est-ce que c'est que ce truc incroyable, gigantesque? Et donc c'est à l'honneur de Simone Veil, elle m'a fait confiance, et on a fait ensemble une conférence de presse, c'est la première en France sur l'effet de serre et le changement climatique, donc c'était en 87. Comme vous le savez sans doute, en 87, l'année d'après, c'était l'élection présidentielle. Moi, je m'étais déjà présenté à 81, donc je vivais, si je puis dire, sur la réputation du candidat écologiste, du dernier candidat écologiste en date, quoi. Et Michel Rocard et d'autres qui étaient mes copains. Michel Rocard est un copain depuis 68. Hein, je le connaissais depuis 68. J'avais été membre du PSU quelque temps. Je ne comprenais rien à leurs discussions, mais je faisais les caricatures dans le journal du PSU. Et Rocard, un jour, me dit « Tiens, on va faire un meeting pour la candidature de Mitterrand en 88. » Mitterrand était candidat, et il se représentait en 88. C'était la France unie. Vous vous souvenez peut-être de ça. Et donc... Je parcours l'Île-de-France avec Rocard en voiture. Il était ancien ministre, il avait démissionné juste avant que, par une incroyable bêtise, la France coule le Greenpeace. Donc il n'était pas responsable, si je puis dire, du Greenpeace. Et il me disait toujours, il faut absolument effacer cette tâche, c'est une erreur incroyable d'avoir fait ça, etc., etc. Et il faut qu'on mène une politique de l'environnement extrêmement forte. Bon, alors c'était très bien.
Et moi, le temps qu'on passe en voiture pour aller, je ne sais où, à Courfort-Saint-Honorine ou ailleurs, je lui explique l'effet de serre. Voilà, j'ai le temps de tout lui expliquer. Et donc, Mitterrand est élu, Rocard me devient Premier ministre, et il m'appelle, il me dit, est-ce que tu veux être ministre de l'Environnement? Je dis, on ne dit pas non en général dans ces cas-là, hein. Donc je ne dis pas non, et on essaye tous les deux, parce que c'était vraiment lui qui le voulait. Et donc je rends ici hommage à Michel Rocard, le visionnaire. Quand il était au PSU, il avait appelé quelque chose qui s'appelait la BOP, B-O-P. Ah, ça voulait dire la bataille pour l'organisation de la planète. Donc c'était quelqu'un qui déjà vivait au-delà des frontières nationales, qui avait une vision internationale très importante, planétaire, bien avant les autres politiques que j'ai connues. Donc, pour vous dire, donc, Simone Veil qui m'a fait confiance, et Michel Rocard qui m'a fait confiance également, et lui qui non seulement m'a fait confiance, mais qui est allé très très loin dans la... peut-être plus loin qu'aucun Premier ministre n'a été dans la lutte contre le changement climatique. En tous les cas, il me nomme ministre. Immédiatement, je file à Boulder, Colorado, où je vois les gars de la NOAA, enfin, bon, et on discute ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Et puis, 1988, c'était l'année où il a fait très chaud. Depuis, il a fait encore plus chaud en été, et c'était l'année où un certain nombre de jeunes sénateurs américains, Tim Wirth par exemple, a fait venir un climatologue qui s'appelait James Hansen, et James Hansen a fait cette très fameuse déposition devant le Sénat américain expliquant que le changement climatique était déjà en cours. Et ça a eu une extraordinaire... un impact extrêmement important, et puis il y a eu des conférences, Toronto, etc., etc. Ça y est, c'était parti. En 88 décembre, l'Assemblée générale des Nations Unies crée l'IPCC, le GIEC. Donc 88, c'est une année importante dans l'histoire du climat, et il se trouve que c'est l'année où je deviens ministre de l'Environnement, et donc avec les fonctionnaires du ministère de l'Environnement, nous organisons le plan national pour l'environnement en le centrant sur le changement climatique. C'est très important, si vous voulez, pour moi, parce qu'à l'époque, je deviens ministre, les centrales nucléaires sont déjà toutes construites, il n'y a plus que Civaux, je crois, ou je ne sais plus quoi. Et puis je me rends compte comme ministre que c'est assez commode d'avoir autant de centrales nucléaires, parce que finalement, on peut araser des barrages si on veut. S'il y a un problème de sécurité dans une centrale, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Enfin, je veux dire, je m'aperçois que c'est assez commode tout ça. Et pour le ministre, c'est réconfortant, si je puis dire, d'avoir autant de production, de moyens de production d'électricité décarbonée. Et ça nous permet d'avoir une politique contre le changement climatique, un programme national environnemental extrêmement performant contre le changement climatique. Et à l'époque, c'était l'essence sans plomb et tout ça. Et il y avait déjà un avantage au diesel, et pour vous dire la vérité, moi, ça m'était égal le diesel, puisque de toute manière, ça envoyait moins de CO2 que l'essence. Donc, si vous voulez, ça ne me dérangeait pas trop. Mais donc, les batailles, c'était plutôt l'époque catalytique, les pluies acides à l'époque. Mais le changement climatique, j'avais déjà compris que c'était le truc essentiel, planétaire. Et donc, quand vous êtes ministre, là, vous savez tout ça, la politique, c'est quand même... Alors, il y a des politiques qui pensent au climat et pas uniquement à la prochaine élection. Vous ne pouvez pas tout faire quand vous êtes ministre. Donc il faut choisir vos priorités. Hein. Et donc ça c'est quelque chose de très important. Peut-être que Nicolas Hulot n'a pas bien saisi ça, vous ne pouvez pas tout faire. Donc moi j'ai fait 3 priorités, et le changement climatique c'était la priorité des priorités. J'avais discuté avec un ami qui s'appelait Peter Winsemius. Alors c'est un politique qui est intéressant, Winsemius. C'est un ancien ministre de l'Environnement néerlandais, et lui il raisonnait toujours en faisant des petits croquis. Et que, je sais pas, il disait à sa femme, tu vas chercher la baguette à la boulangerie, il devait faire un petit croquis pour dire, tu passes d'abord par là, par là. Enfin, il ne parlait qu'en croquis. Et il m'avait expliqué, quand tu fais ton cabinet ministériel, il faut que tu aies 4 caractères très différents. Il faut que tu aies quelqu'un qui soit un peu poète, et qui sente les choses, qui sente ce qui va arriver, et qui soit capable de sentir l'humeur de la population, un peu poétique. Ensuite, il faut que tu aies quelqu'un qui puisse inventer des politiques. C'est pas facile d'inventer une politique, comment on fait? Et donc, moi, j'ai choisi, c'était Yves Martin à l'époque, c'était la mission interministérielle sur l'effet de serre. Elle n'a pas été créée, elle a été créée en 92, mais c'était déjà, Yves Martin avait déjà une mission que je lui avais donnée sur la demande de Rocard. Il faut absolument organiser l'administration comme ça.
Et le troisièmement, il faut quelqu'un qui mette en place la politique. Alors ça, c'est le directeur de cabinet. Votre directeur de cabinet doit être un chien de combat. Enfin, je veux dire, il s'agit de gagner toutes les interministérielles pour mettre en place la politique. Et puis le dernier caractère, c'est le gars qui applique la réglementation. Il faut des gars qui soient sérieux, qui appliquent la réglementation, et puis on rigole pas. Hein, voilà. Donc, quand vous avez dans votre ministère, dans votre cabinet, tous ces caractères, toutes ces manières de voir les choses, vous faites un bon ministre et vous êtes capable d'aller assez loin. Alors, il faut que vous sachiez que cette chose que tout le monde a oubliée, c'est que Michel Rocard, en 89, nous arrivons au bicentenaire de la Révolution française. Et donc, flonflon, tralala, il fallait faire quelque chose de grandiose. Et donc, Michel Rocard soumet à Mitterrand l'idée de faire un appel de la haie. L'appel de la haie, donc, qu'on a oublié aujourd'hui, l'appel de la haie, c'est une incroyable initiative française qui a été soutenue immédiatement par Madame, qui venait de faire son rapport, Madame Brundtland, qui venait de faire le rapport sur le développement durable, qui parle d'ailleurs beaucoup du CO2, hein, qui ne mâche pas ses mots sur le CO2 en 87. Et cet appel de la haie, c'est l'appel à constituer une haute autorité supranationale de l'atmosphère. Voilà. Donc, il y a 25 pays qui signent. C'est un extraordinaire succès diplomatique. Mais alors, ces 25 pays, par exemple, il y a le Brésil, qui a complètement oublié qu'il a signé, bien entendu, et qui est sur des positions radicalement différentes aujourd'hui. Mais bon, voilà. Donc, ce magnifique truc, c'est malheureusement un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a pas eu beaucoup de suite. C'était fondé sur la loi de la mer, où vous avez une autorité supranationale des fonds marins. Donc, c'était un peu ce schéma-là. Et en 80, un peu plus... Non, attendez, je me perds dans les détails, mais auparavant, juste à ce moment-là, il y a eu la protection de la couche d'ozone, qui était un autre succès écologique important. Donc, 87-88, le protocole de Montréal. Et finalement, c'est ce modèle-là qui l'a emporté. C'est un modèle beaucoup plus simple, mais en même temps beaucoup plus compliqué à réaliser, puisque le modèle du protocole de Montréal, c'est on prend les gaz responsables de la destruction de la couche d'ozone et on s'arrange pour les limiter. Les gaz responsables de la couche d'ozone, c'était des chlorofluorocarbones. Il y avait que Dupont de Nemours, à Tokay, il y avait très peu de producteurs, donc c'était assez facile à faire. Mais c'est ce modèle-là qui a été malheureusement ensuite choisi par la Convention climat. Donc l'appel de la haie, c'est en 89, formidable visionnaire Rocard, si vous voulez. Mitterrand était ravi parce que ça lui faisait un bon truc, quoi. Et arrive ensuite, alors Andréani, je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces gars-là, Andréani c'était le directeur de cabinet de Dumas qui avait participé à tout ça, il devient ambassadeur de France aux États-Unis, et un autre Français joue un rôle très important, il est nommé président du comité intergouvernemental de négociation d'une convention, c'est Jean Ripert. Jean Ripert, donc, il était secrétaire général, il était chargé des affaires économiques et sociales aux Nations Unies, puis ensuite il a négocié la Convention climat. Et il a négocié donc sur le modèle de la couche d'ozone. En 3 ans, vous vous rendez compte, en 3 ans, d'accord, pas de problème, allez hop, je te fais la Convention. Et donc, succès extraordinaire, en 92, au sommet de la planète Terre, la Convention a été prête, elle a été votée, ensuite il a fallu quelques années pour la ratifier, hein. Elle a été ratifiée ensuite un peu plus tard, en 94, mais il faut voir qu'à l'époque, personne n'avait peur, on ne se doutait pas, on se disait ça doit être facile, allez, ça doit être assez facile à faire, alors allons-y, faisons cette convention, etc., etc. Bien entendu, comme c'était l'Assemblée Générale des Nations Unies, ça a été, vous savez comment ça marche, les Nations Unies. Aux Nations Unies, la majorité, ce sont des pays en développement, donc c'est toujours les pays en développement qui l'emportent, mais comme ils ont besoin d'argent, donc il y a toujours une négociation pour dire, voilà, on s'entend, on s'écoute les uns les autres, et quand je suis arrivé aux Nations Unies, je peux vous dire que j'ai eu la surprise de ma vie, parce qu'on m'a dit, vous venez des donneurs. Les donneurs, c'est les pays en développement, donc, les pays riches. On les appelle les donneurs, c'est quand même un peu simplé comme manière de voir les choses, quoi. Et donc, la négociation, donc la convention de Rio sur le changement climatique a été votée en un tournement, et ensuite elle a été donc ratifiée extrêmement rapidement. Entre-temps, Rocard est parti, Cresson est venu, elle est repartie, et puis nous vivons
les moments et les alternances françaises. Et comme vous le savez, à un moment donné, ce sont les Verts qui deviennent ministres de l'Environnement, et ce sont les Verts qui font capoter la COP numéro je ne sais pas combien à La Haye, où la question était de savoir si on allait inclure l'énergie nucléaire parmi les mécanismes autorisés du commerce des quotas de réduction de CO2. Et donc les Verts ont fait échouer ce truc-là, et donc c'est jamais revenu. Et c'est assez frappant. Alors vous qui êtes ici généralement des anciens du nucléaire ou autres, je me souviens moi-même à un moment donné d'avoir demandé à la Banque mondiale en disant « mais enfin la Banque mondiale, vous devriez quand même financer aussi les centrales nucléaires, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et la réponse a été « ah non, ce serait trop tard de toute manière ». Bon voilà, donc c'est une hypocrisie incroyable. Parce que qu'est-ce qui n'est pas trop tard de toute manière dans cette image? Qu'est-ce qui finance, qui marche bien? Rien. Donc, je veux dire, ils pourraient évidemment financer aussi, avancer l'argent pour construire des centrales nucléaires. Mais ils ne le font pas parce que ce n'était pas politiquement correct, comme pour les grands barrages. Alors, les grands barrages, c'est un petit peu changé, mais le nucléaire, pas encore. Mais enfin, ça va venir, à mon avis. Donc, voilà, à un moment donné, on est bien obligé. Moi, je passe un petit peu sur tout ça parce que ça, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, ce qui vous a intéressé, c'est qu'ensuite, je suis rappelé par Borloo. Ah, c'est très intéressant. Borloo, c'est un copain avec qui nous avions fondé Génération Écologie en 91 ou 90. C'était le maire de Valenciennes. C'est quelqu'un qui a une extraordinaire éloquence. Hein. Il est capable vraiment de faire pleurer ou de mettre les gens d'accord qui sont en désaccord depuis 20 ans ensemble. Et il arrive à les mettre d'accord. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de tout à fait remarquable pour ça. Et il me rappelle et il me demande d'être ambassadeur, etc. C'était Sarkozy, donc le patron. Et donc, c'est là que je découvre tous les mécanismes extraordinairement compliqués de la négociation internationale. D'abord, je n'ai pas parlé de tout parce qu'on n'a pas le temps. Mais quand j'étais ministre et qu'on est allé sur le sommet de la planétaire en 92, les États-Unis, c'était George Bush Senior. C'était le papa Bush. Et un homme assez remarquable, en fait, qui connaissait le monde, qui avait été un peu partout, qui avait été aux Nations Unies, l'ambassadeur des États-Unis, etc. Et toute la question avait été de le faire venir à Rio, parce qu'il ne voulait pas au départ, il ne savait pas. Les États-Unis avaient organisé des conférences sur le climat où ils commençaient à dire que c'est quand même très compliqué, on n'est pas sûr, et donc l'Union européenne poussait. Et j'étais copain du ministre de l'Environnement de Bush, c'était le patron de l'Agence pour l'Environnement, il avait rang de ministre, il siégeait dans le cabinet, comme on dit en Amérique, et donc on avait réussi à faire venir Bush, et donc c'était très important. Bush était à Rio et les États-Unis étaient embarqués en quelque sorte dans toutes ces histoires. Quand je suis revenu en 2007, c'était pas la même chose, c'était son fils. C'était Bush Junior, c'était une autre histoire celui-là, c'était un peu plus compliqué. Et il voulait toujours torpiller les Nations Unies, et donc il avait créé quelque chose qui s'appelait le MEF, Major Economies Forum. En fait, c'était pas totalement idiot, les Américains, ils ont un côté pragmatique, donc ils disaient, il n'y a qu'à prendre les 20 plus grands pollueurs, et puis si on arrive à s'entendre entre nous, les autres suivront forcément. Et donc, c'était une discussion assez intéressante, quand même, parce qu'on arrivait à avancer, et c'est une réunion du MEF à Rome qui a décidé des 2 degrés Celsius. Les 2 degrés Celsius ont été donc décidés à Rome, dans une enceinte autre que les Nations Unies, parce que le Brésil et la Chine étaient d'accord pour ces 2 degrés Celsius, donc j'ai assisté au choix des 2 degrés Celsius. C'est une décision politique, n'oubliez pas, parce que le GIEC, l'IPCC avait dit, moi je vous offre des scénarios, il y a des scénarios, des probabilités de réussite de tant de %, et vous choisissez parmi les scénarios. Et donc la politique a choisi les 2 degrés Celsius. Donc on est toujours aux 2 degrés Celsius, qui a été donc ensuite confirmé par l'accord de Paris de la COP 21. Le 1,5, alors je peux vous raconter toutes les histoires, parce que ça c'est vraiment amusant. Le 1,5, c'est pour faire plaisir aux petites îles. Donc les petites îles, elles ont peur de disparaître à 2 degrés Celsius, on est sous l'eau. Donc elles avaient dit, il faut absolument que je fasse 1,5. Et les petites îles, c'est assez intéressant, parce que quand vous êtes dans une négociation
alors ça c'était à Copenhague, et que vous voyez les petites îles qui s'adressent aux Chinois en disant « tu veux me couler ?» Même que vous êtes Chinois, ben là il y a quand même... vous êtes embarrassé. Voilà. Et donc, pour vous donner la tonalité, donc, les Chinois, embarrassés par les petites îles, ont accepté le 1,5 pour voir, si je puis dire, un peu comme au poker, pour voir si les scientifiques sont d'accord. Donc si les scientifiques passent de 2 à 1,5 en disant non, 2 c'est trop, c'est 1,5, nous Chinois on est d'accord. Bon, bien entendu, entre nous soit dit, 1,5 c'est totalement impossible, et 2 c'est sans doute impossible aussi. Donc voilà, de toute manière, où nous en sommes aujourd'hui. Mais la négociation a tendance à se satisfaire de mots, comme vous le savez. La politique, c'est très largement des mots. Donc si on est d'accord sur le mot, ensuite on verra si on arrive à faire plier la réalité et à la mettre dans les mots. Mais pour l'instant, donc, c'est très largement des mots. En tous les cas, pour la politique, donc en 2007, Borloo était le ministre de l'Environnement le plus puissant qu'on ait jamais vu nulle part. À aucun moment. Il était ministre de tout quasiment. Hein. Il était ministre de l'énergie, des transports, des logements, enfin de tout ce que vous voulez. Tout ce qu'il n'avait pas, c'était l'agriculture. D'ailleurs, c'est devenu la grande déception des ministres de l'Environnement depuis toujours. Ils voulaient de l'agriculture, mais ils ne l'ont toujours pas. Bon, alors ça viendra peut-être. Et donc, il était ministre de tout, très très puissant. Hein. C'était juste après le Grenelle. Souvenez-vous. Et donc, c'était le Grenelle, mais c'était après que Hulot a fait son pacte écologique. Et donc, tous les partis étaient d'accord avec le pacte écologique de Hulot. Et donc, Hulot avait dit qu'il faut un deuxième Premier ministre. Okay, donc, le deuxième Premier ministre, c'était Borloo, si je puis dire. Donc, après Fillon. Quoi, hein. Et à ce moment-là, Borloo était extrêmement puissant. Il m'a demandé d'être ambassadeur, et c'était amusant de travailler avec Borloo, parce qu'en fait, Borloo travaillait avec Carinco, comme vous connaissez. Carinco, c'est le patron de la Creux maintenant. À l'époque, c'était le DIRCAP de Borloo, et donc là, c'était très important ensemble, parce que Borloo est un peu brouillon. Bon, il fait ci, il fait ça, il parle avec machin, etc. Et donc, il y avait Carinco qui tenait bien la baraque derrière, et donc ça marchait extrêmement bien. Et je découvre ensuite, enfin je connaissais déjà, moi j'avais suivi Kyoto, j'étais à Kyoto avec mon cousin américain, et Gore d'ailleurs, et il y avait Voynet de l'autre côté, donc comme Voynet ne me disait rien, je passais par les Américains pour savoir ce qui se passait. J'ai été ensuite à Montréal, quasiment toutes les COP, quoi, comme observateur, quoi, quand je n'étais pas acteur. Et j'avais été à Montréal, et là à Montréal, comme vous le savez sans doute, en 2005, l'accord de Kyoto est ratifié. Kyoto est ratifié, et donc il entre en vigueur. Il est ratifié grâce aux Russes, grâce à Poutine. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais bon, Et donc, la conférence d'après était à Bali, et c'était comment est-ce qu'on applique Kyoto. Les Américains étaient, entre-temps, étaient sortis, mais l'Australie est arrivée, standing ovation, parce que c'était les travaillistes australiens, on se met dans Kyoto, donc tout le monde était content, c'était plutôt optimiste Kyoto, et Borloo s'est précipité dans l'eau devant les journalistes pour aller se baigner, enfin bon, etc., pour aller chercher les coraux ou je ne sais quoi, enfin bon, c'était très, très, très amusant. Ce que je voudrais vous dire, c'est vous parler de Copenhague, parce que Copenhague, c'est Sarkozy. Sarkozy est arrivé à Copenhague à la fin, quand ça ne marchait pas. Rien ne marchait. Et donc Copenhague, donc Sarkozy est arrivé avec une énergie incroyable en disant, bon, on ne va pas dîner chez la reine, on va travailler toute la nuit. Allez, et donc on ne dîne pas, on travaille, etc. Et donc une énergie incroyable, et c'est Sarkozy lui-même, vraiment, c'est vraiment, il est très fort pour ça. Il a réussi à obtenir des Danois une petite salle à l'étage où il n'y avait même pas d'interprétariat, il n'y avait rien, et c'était même pas prévu. Le plan B n'était pas prévu à Copenhague. Et il a réussi à faire travailler toute la nuit. Et donc, j'avais la chance d'être dans cette petite salle où il y avait Obama, il y avait tous les grands chefs, quoi. C'était vraiment tordant. Ils arrivaient à un accord. Il y a eu un accord à Copenhague. Et cet accord a été très important, puisque non seulement il reprend les 2 degrés, mais il prend les 100 millions par an de dollars tous les ans à partir de 2020 pour les pays en développement, etc. Et le travail terminé, il n'avait pas beaucoup dormi, personne n'avait beaucoup dormi. Moi j'étais à côté de Madame Angela Merkel, parce qu'à un moment donné, Sarkozy s'en va, il me dit... Tu prends la place, etc. On s'entendait assez bien.